Alors, donc nous en arrivons à la table ronde, pour ceux qui ne sont pas trop fatigués. Hein, ça a été déjà une journée riche, mais souvent les tables rondes sont les moments les plus intéressants parce qu'on a planté des graines toute la journée avec différentes pistes de réflexion, et c'est l'occasion peut-être maintenant de déployer certaines lignes de force de la réflexion qui ont commencé à émerger. Je voulais peut-être, si vous êtes d'accord, lancer quelques pistes, et puis après on discutera, puis ce sera aussi l'occasion pour vous de participer. Ça a été un peu des montagnes russes émotionnelles, j'ai trouvé, cette journée, avec des sujets difficiles, la mort, la pédophilie, les doudous des adultes. Enfin, voilà, on est passé par des choses très variées, un peu d'ailleurs comme dans la série, et on ne sort pas toujours derrière indemne des différents épisodes, mais aussi des différents exposés qu'on a eus aujourd'hui. Alors, quelques pistes de réflexion pour lancer la discussion. Je trouve qu'on est, par rapport à ces histoires de nouvelles technologies, comme on le voit dans Black Mirror, on est pris entre un double mouvement, c'est-à-dire un mouvement de fascination, où on sent que le monde dans lequel on vit est en train de changer. Il a déjà beaucoup changé, mais il change encore plus vite, on dirait. Et avec cette question de est-ce qu'on est face à une transformation du sujet, avec quelque chose de l'ordre de la continuité, ou est-ce qu'on est plutôt confronté à une mutation du sujet, avec une notion de discontinuité. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose chez le sujet contemporain, dans la rencontre avec la nouvelle technologie, où il y aurait quelque chose vraiment dans la nature même du sujet qui serait en train d'évoluer. Alors ça pose la question de comment doivent se comporter les psychologues cliniciens. À cet égard, faut-il accompagner cette transformation ou cette mutation? Faut-il par exemple utiliser la réalité virtuelle, les applications smartphone? Faut-il utiliser les avatars? Parce que ça existe déjà, ça a été développé par l'armée américaine. Maintenant, vous avez des avatars très perfectionnés qui ont des capteurs auditifs, visuels, et qui vont aider les psychologues cliniciens à détecter les personnes, enfin les soldats en l'occurrence, qui auraient des troubles post-traumatiques. Donc, faut-il accompagner cette évolution des technologies, s'en imprégner, les utiliser, accompagner ces évolutions de la subjectivité? Ce serait un premier mouvement. Ou, à l'inverse, faut-il se méfier de ce qui est induit par ces nouvelles technologies, des possibles souffrances induites par toutes les choses dont on a parlé aujourd'hui? S'agit-il aussi, ça c'est un fil rouge qui est revenu, d'une forme de régression, d'une sorte de retour à une jouissance avec des logiques de perversion dans la relation entre les êtres, qui nous conduirait paradoxalement à une sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui la mélancolisation du lien social, voire je dirais même aussi un peu une mélancolie des psys. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, enfin moi je vois de plus en plus de collègues comme ça, notamment en libéral, qui sont un peu désespérés, où ils voient arriver des patients comme ça qui demandent des technologies, voilà, des réponses faciles, simples, et avec cette impression que le sujet n'a même plus la capacité à se rendre compte qu'il peut regarder à l'intérieur de lui-même pour voir ce qui s'y passe. Et donc ça, c'est une vraie difficulté à laquelle on est confronté, c'est-à-dire comment cette transformation, mutation du sujet vient interpeller nos pratiques et nous interroge. Doit-on à notre tour, du coup, nous transformer ou muter, ou doit-on, à l'inverse, résister, refuser ces choses-là? Un exemple simple, la question du jeu. Donc il y a des études qui montrent que le jeu dans les sociétés occidentales, chez l'enfant, est en train de disparaître, de diminuer. Les enfants jouent beaucoup moins qu'avant. Or, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'études, notamment du côté des neurosciences cognitives, qui montrent que le jeu est absolument fondamental dans le développement de la vie psychique. Donc là, il y a des questions essentielles. Est-ce qu'il faut donc préserver des espaces de jeu qui pourraient être envahis par les écrans, les nouvelles technologies? Alors voilà, donc il y a cette dialectique qui, je crois, est une dialectique complexe, hétérogène. Il ne faudrait pas rentrer dans une lecture un peu naïve qui consisterait à opposer comme ça les aspects positifs et négatifs de la technologie. Je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Et il faut souligner quand même, et je crois que c'est le cas de Black Mirror, qu'on vit dans une époque qui est quand même passionnante. C'est-à-dire que c'est une époque qui est très surprenante, un peu inquiétante, il faut l'avouer, mais où on sent qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer, et le fait de pouvoir travailler sur ces nouveaux objets comme Black Mirror est quand même quelque chose qui, je crois, doit nous aider à penser. Donc, très rapidement,
ça pose la question aussi comment ces nouvelles technologies, quelle place ont-elles dans le développement psychique? Et là aussi, on a vu émerger cette question à plusieurs moments. La question du manque, la question de l'agressivité, la question des ratés du fonctionnement psychique, de la mémoire, la question de la souffrance ou encore la question du conflit. Dans quelle mesure ces éléments-là, qui pourraient être colmatés, Nadine l'a très bien dit, comment ça pourrait être colmaté par l'image et les nouvelles technologies, comment il s'agit en réalité d'ingrédients de la vie psychique humaine, et comment là il y aurait une sorte d'aplatissement de la subjectivité qui serait en réalité extrêmement dangereux, et donc il faudrait apporter une réflexion approfondie sur cette question-là. On serait plus du registre de défendre ça, c'est-à-dire comment le sujet il a besoin de rater des choses, de pouvoir s'énerver, de pouvoir être dans le conflit et dans la souffrance. Donc cela me conduit à un troisième point, qui serait, on dirait, une sorte d'opposition entre des solutions psychiques et des solutions techniques. Et on dirait que les solutions psychiques seraient du côté du réel, de toute sa complexité, de cet ineffable en quelque sorte, et les solutions techniques seraient du côté de la réalité, de ce qui est objectivable, de ce qui est mesurable. Et donc on a vu comme ça des dialectiques tout au long de la journée entre le réel et son incertitude, ou au contraire l'hyper-réel, la certitude, l'objectivable, le trauma et son élaboration, contre au contraire quelque chose qui vient empêcher le trauma, qui vient le réparer en quelque sorte. Comment également il y a la question de l'objet qu'on a beaucoup vu autour de la thématique du lien, c'est-à-dire comment à un moment donné il faut avoir la capacité à perdre l'objet dans la réalité pour en constituer une représentation interne, et comment les nouvelles technologies viennent entraver ce processus-là. C'est-à-dire que l'objet reste là dans la réalité et du coup on ne peut plus créer un objet interne. Donc il y a une tension très complexe là entre cette double dynamique. Et puis un dernier point avant de vous laisser la parole, c'est le statut de l'image. Et là je crois que c'est sur le plan théorique, il y a quelque chose d'absolument fondamental qui a été abordé à un moment donné quand il y a une question sur le rêve. Et là je crois qu'il y a quelque chose de très très important sur le plan quasiment épistémologique. Il faut bien comprendre qu'une image psychique brute, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas d'image psychique brute, c'est-à-dire que si on arrivait à mettre des capteurs dans la tête d'un sujet et qu'on arrivait à mettre sur un écran les images du rêve, ça ne serait pas les images du rêve. C'est-à-dire qu'une image, c'est toujours une image pour un spectateur. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc ça, c'est une première propriété des images psychiques. Les images psychiques, c'est des images toujours subjectivées. Et à partir du moment où ce sont des images subjectivées, elles sont forcément pluridéterminées. C'est ça qui caractérise la vie psychique. C'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans un réseau de significations complexes, multiples, avec des parts conscientes et inconscientes. Et donc croire qu'à un moment donné, l'image va pouvoir, permettre de mesurer entièrement la subjectivité, je crois que ce n'est pas comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, mais même d'un point de vue, si vous voulez, scientifique. Donc ce que j'essaye de dire, je ne sais pas si c'est très clair là, un rêve n'existe pas en lui-même, on ne peut pas l'isoler, ça n'existe pas une image brute, une perception brute, ça n'existe pas. Une perception est toujours une construction. Et donc dans cette sorte de croyance qu'on va pouvoir se télécharger dans un ordinateur, etc., il y a cette idée, et qu'on voit dans Black Mirror dans d'autres épisodes, il y a cette idée que finalement on serait réductible à de l'objectivable, à quelque chose qui serait de la matière brute en elle-même. Or ça n'existe pas. Je crois que là il y a vraiment quelque chose de très important, et qu'il y a donc des espaces, actuellement en tout cas par rapport à nos connaissances scientifiques, il y a des espaces du psychique qui ne sont pas réductibles à l'objectivable, et les seuls moyens qu'on a d'explorer ces espaces-là, c'est par les méthodes qu'on a, qui nous sont données notamment par la psychanalyse, c'est-à-dire comment une subjectivité va explorer une autre subjectivité. Et qu'on sent bien comment on essaye un petit peu de nous mettre hors territoire, quoi. C'est-à-dire toutes ces nouvelles technologies pourraient finalement nous remplacer, nous les psys, avec notre abord là de la subjectivité, et je pense qu'il y a quelque chose là sur quoi il faut être extrêmement vigilant. Donc voilà, il y aurait plein d'autres pistes, mais voilà quelques pistes de réflexion. Donc je ne sais pas si vous voulez rebondir, si on laisse la parole à la salle, comme vous voulez. Plutôt salle pour moi. Plutôt salle. Allez, on vous laisse la parole du coup, et puis après on va répondre chacun. Je ne sais pas où est le micro baladeur. Là-bas. Là-bas. Peut-être c'est plus simple si le micro est sorti pour répondre après. En même temps c'est pratique qu'il soit comme ça, tu sais. Moi, justement, vous avez la réflexion, il y a l'air d'avoir une opposition entre les nouvelles technologies et le jeu. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas jouer avec les nouvelles technologies? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est une piste de réflexion
l'espace, on dit temps. Je pense que le temps et l'espace virtuel n'est pas le même que celui que nous réalité. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est très hétérogène cette question, on voit bien. C'est-à-dire comment on peut utiliser à un moment donné les nouvelles technologies comme finalement un nouvel espace de créativité, ça ne pose aucun souci. Et à partir de quand est-ce qu'on bascule dans autre chose? Voilà. À partir de quel moment il n'y a plus de jeu? Dans ce cas par exemple a présenté Renaud sur ce qui se passe en Chine, est-ce qu'on peut encore jouer avec son identité, avec son agressivité, avec la désobéissance? Je crois que non. Donc, il y a des critères comme ça de jeu, de créativité qui peuvent nous aider, nous, à naviguer finalement entre ce que nous proposent les nouvelles technologies. Mais vous posez une question importante, parce que c'est vrai que les psys, de manière générale, notamment dans l'orientation psychanalytique, ils ont plutôt tendance à être quasiment réfractaires à l'utilisation des nouvelles technologies. À mon avis, c'est une erreur, parce que je crois qu'on ne pourra pas, c'est pas possible. Il y a notamment la question des robots aussi. Hein. Comment les robots sont en train d'envahir tous les espaces et comment on peut utiliser les robots en psychothérapie. Moi, j'ai monté des groupes avec des robots, avec des enfants autistes. On a vu des résultats très intéressants. Mais à condition de ne pas être uniquement dans un comportementalisme de base, c'est-à-dire de vraiment utiliser le robot comme un partenaire du travail psychothérapique qu'on peut faire. Donc la question, c'est un classique, n'est pas tant l'objet que l'utilisation qu'on veut faire de l'objet. Oui, Michel. Dans la même idée, moi je pense qu'on a tout intérêt à jouer le jeu parce que justement c'est en marche et que si ce n'est pas bien accompagné, bien compris, alors on aurait, je pense, de quoi s'inquiéter, et Black Mirror nous le dit, nous le présage. Moi, je vois dans la clinique actuelle des adolescents, par exemple, qui sont empêchés à aller vers certains médias virtuels, et ils y vont en cachette, et ils y vont de manière massive, et ils y vont mal, et ils y vont du côté de l'extrême violence et de l'extrême de tout, comme on peut le voir dans Archange, où Sarah va dans l'extrême de l'expérience, la drogue, le sexe, et l'automutilation, parce que lorsque l'expérience ne peut pas advenir, on la fait advenir et on en passe par l'extrême. Donc voilà, pour continuer dans cette idée-là, éviter quelque chose qui pourrait aller du côté du trauma et du côté de l'ère psychotique. On a tout intérêt, et je pense que l'outil psychanalytique est peut-être le plus fin pour ça. Voilà. Moi, c'est par rapport à votre question de nouveau sur l'espace conditionnel et le jeu. Je pensais à quelque chose qui était évoqué en fait en Philippines, c'est la question de la position politique aussi par rapport au virtuel, à l'évaluation. Et je me dis toujours, en relisant l'école, que le jeu, c'est une aire potentielle de création. Nicole disait, qui permet de n'être ni soumis, ni annihilé par une réalité écrasante. Je pense que parfois le risque des jeux, du virtuel, en tout cas pour les patients que je rencontre, c'est le risque de l'aliénation. Et à mon sens aussi, la classe de la psychanalyse, de l'approche psychodynamique, c'est de remettre au centre le sujet, sa liberté de décider, son libre arbitre, et donc ça ne va pas de soi, c'est un travail. Je crois que c'est René Char qui disait il faut choisir, soit dormir, soit la liberté, soit travailler. Il y a quelque chose de l'ordre du goût de l'effort. Et d'ailleurs, la question de la sublimation, elle est très mise à l'heure aujourd'hui. Dans les psychothérapies d'enfants, on le voit, la question de l'envie de faire l'effort. On va écouter des enseignants, nous enseignent quelque chose. Ils sont. Voilà, le destin des pulsions. Des pulsions et la sublimation, tout est tellement facile, tout est tellement immédiat.
partage, d'échange. Et certaines personnes se sont déjà positionnées autour d'avoir un robot, notamment avec les enfants, ça fonctionne très bien, avec lesquels il va interagir et pouvoir se servir de ça pour accéder plus rapidement à la verbalisation de l'enfant. Pour remonter là-dessus, je pense justement en tant qu'autiste, on a eu des résultats qui pourraient s'expliquer par ça, justement par la dimension non humaine, non interactionnelle d'un robot. Ça explique que certains autistes arrivent à parler à un robot et pas à un humain. Et sinon, je vais rebondir sur ce que vous avez dit justement par rapport aux jeux vidéo, parce que la question de l'addiction aux jeux vidéo, elle a déjà été mentionnée plusieurs fois aujourd'hui. C'est aussi quelque chose qui dérange par rapport à ça. En tant quelle mesure est-ce que ça peut être une addiction, sachant qu'il n'y a pas syndrome de sevrage? C'est une addiction même si c'est n'importe quel individuel. Oui, alors ça, c'est un serpent de mer, cette histoire-là. Je pense que c'est un faux débat, cette question, est-ce qu'on est dans une addiction, pas une addiction. Ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on voit dans les consultations, c'est qu'on voit des jeunes qui sont en souffrance par rapport à leur utilisation des jeux vidéo. Je pense que, de mon point de vue, la question, elle est plus là. Après, est-ce que c'est une addiction ou pas? En fait, c'est une question de dictionnaire. Qu'est-ce qu'une addiction? Est-ce qu'il faut forcément une substance? Qu'est-ce que ça induit au niveau du cerveau, etc. Bon, là, c'est une question d'une grande complexité. Moi, en tout cas, je la vois comme ça, cette question. C'est plus, est-ce que ça met le sujet en souffrance ou non? L'usage des jeux vidéo. Et ce qu'on voit, je trouve, de plus en plus, c'est des jeunes qui arrivent et qui jouent 80, 100 heures par semaine, qui sortent plus, qui arrêtent leurs études et qui sont en très, très grande souffrance. Avec quelque chose du narcissisme. On le voit avec des jeux, je ne sais pas, comme Counter-Strike ou Even Live que j'évoquais tout à l'heure. Il y a quelque chose comme ça, d'une sorte de bulle narcissique dans laquelle s'enferme parfois le sujet. L'addiction, c'est la dépendance. Je vais faire un peu quand même. Vous prenez les travaux de Sora, de Houssier, qui, eux, parlent de cet investissement dans les jeux vidéo pour échapper au réel, parce que le réel est mélancolique et générer des formes d'effondrement. Et le jeu vidéo permettrait de réaliser quelque chose de hyper narcissisant et d'échapper au réel. Alors, on va dire que oui, ça a une forme de procédé thérapeutique à inventer. Voilà, donc on est toujours dans la question comment on est fini ou quoi que ce soit, mais voilà, je ne sais pas si on peut parler, c'est une question très complexe, mais on peut l'entendre en tout cas de deux côtés. Dans la question du jeu aussi, il y a la question du semblant. Est-ce que c'est semblant ou pas? C'est une question à poser et qui permet parfois de poser un diagnostic différentiel. Alors, il y a la question de l'ananas, les enfants qui parlent, c'est pas ça, ils parlent plus facilement, la parole est plus libre quand ils s'adressent à des signes bon, naturellement, ça semble un peu évident puisque ce petit robot, il sait que c'est un petit robot, c'est-à-dire que ce n'est pas un être humain qui n'aura pas de regard, je veux dire, sur lui. Parce que ce qu'on observe en séance, c'est justement le patient peut voir quelque chose qui passe par la tête et il va me buter en disant non, ça ne faut pas que je le dise. Voilà. Parce que justement, si je le dis, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Voilà. Et c'est en ça que l'image, on comprend que l'inconscient bute sur l'image, justement, à cause de ça. Ce qui va générer refoulement. Alors, est-ce que le fait de s'adresser à un petit robot, on va aussi parler comme ça, parler de l'enjeu, est-ce que ça va avoir les mêmes effets, est-ce que ça va amener les mêmes bouger, les mouvements qu'un psy humain? Ça, bah oui, c'est toute la question du transfert, parce que Je peux ajouter un truc. Ça, c'est un sujet passionnant qu'il faut absolument explorer, c'est le transfert sur un robot. Et donc, il y a des expériences qui ont été menées avec un robot qui existe en ligne, vous pouvez utiliser si ça vous amuse, qui s'appelle Elisa, qui est un robot psychothérapeute rogérien,
Et les travaux qui ont été menés à partir de cette mini-intelligence artificielle, parce qu'elle n'est pas très développée, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens investissaient énormément le robot. Donc c'est vraiment compliqué, c'est-à-dire qu'on voit comment il peut y avoir des processus de transfert, alors bon, pas de compte transfert, je pense pas, mais en tout cas des effets de transfert, même sur un robot. Donc c'est compliqué cette question-là. Après, on sent bien les limites. C'est-à-dire que par exemple, si à un moment donné, on se disait, ce qui pourrait arriver, parce qu'on s'est rendu compte déjà que dans les CMP, ça coûtait cher d'avoir des infirmiers, des psychologues et des psychiatres. Donc vous savez que maintenant, il y a un certain nombre de CMP où vous avez des ordinateurs, et puis les patients arrivent, et puis ils font de la remédiation cognitive. Alors c'est vrai qu'on est un peu inquiet, parce qu'on pourrait se dire que des gens, peut-être à l'ARS ou à d'autres endroits, je ne sais pas, pourraient se dire, tiens, mais finalement, est-ce que ça ne coûterait pas moins cher de mettre des ordinateurs avec des robots rogeriens qui seraient préprogrammés? On sent bien qu'il y aurait des limites à l'exploration de la subjectivité, ou un côté, c'est vrai, un petit peu inquiétant, parce que probablement que ça aurait des effets de robotisation de la vie psychique des patients qu'on a. Oui, quand tu parles d'effet de robotisation des patients, ça me renvoie à des mécanismes, par exemple, qu'on voit en séance avec certains patients qui ont certaines entités particulières, qui travaillent autour de l'identification projective, qui ont besoin de loger quelque chose de l'identification projective sur l'autre ou de l'identification conformiste. Et du coup, le robot risquerait de renvoyer en miroir quelque chose d'une image de robot que le sujet ensuite viendrait revêtir et viendrait incarner. Donc oui, si on veut une société de robots, je pense que ça peut être une bonne idée. Il y a un film, R, voilà, qui témoigne d'un jeune homme qui tombe fou amoureux d'un avatar jusqu'au jour où il découvre que cet avatar a quelques millions d'amour. Voilà, d'autres relations. Il y a une question. En fait, effectivement, je voulais juste faire un remarque par rapport au logiciel de psychothérapie. Il y a aussi des logiciels avec lesquels les jeunes peuvent parler, jusqu'à ce que le logiciel doit répondre de manière à ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais bon, c'est toujours parler avec soi-même. Mais je voulais poser la question de la maturation sexuelle. Parce que quelque part, côté parole, côté psychothérapie, côté échange, narcissisme, de tout, maintenant qu'on puisse utiliser un robot ou pas, à un moment donné, ça passe par la parole, par l'interpsychique et tout le reste. Mais ce qui doit absolument passer par le corps, c'est la relation charnelle. Et ça, je trouve qu'il y a une recul de maturation sexuelle et même une difficulté très grande par rapport à ça, parce que ça, absolument, on ne peut pas le faire avec un robot, sauf la partie, bien sûr, plaisir immédiat. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Je sais pas, quelqu'un s'y connaît en robot sexuel? Non, mais je disais pour l'instant parce qu'on commence à voir des choses, notamment en Asie, ils ont l'air très en avance. En Asie, en Chine, au Japon, avec tous ces trucs-là. Il se passe d'ailleurs des phénomènes qui sont très intéressants, vous le savez probablement, c'est au Japon notamment, c'est que les jeunes n'ont plus de relations sexuelles. Les jeunes japonais, je sais plus, c'est énorme, les statistiques, c'est fascinant. Voilà, c'est près de la moitié des jeunes jusqu'à 30 ans, je crois, sont vierges et sont asexuels et ne souhaitent plus avoir de relations sexuelles. Moi, je commence à en voir des jeunes comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais je vois des jeunes qui arrivent, bonjour, je suis asexuel. Et on sent qu'il n'y a pas de... Enfin, moi, je n'ai pas de jugement à avoir là-dessus, je l'observe juste. Et... Oui, enfin, on dirait qu'il y a quelque chose qui est je sais pas comment dire, qui est arrêté et qui est... tout à fait assumé, et par la limite, moi pourquoi pas, ça ne me pose pas de problème, mais voilà, il y a quelque chose qu'on voit autour de on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'image, et c'est vrai que le corps, où est le corps avec ses imperfections, et notamment le corps sexué, la rencontre sexuée, qui est souvent un truc qui marche pas bien, ou pas comme on voudrait, ou qui n'est pas parfait, ou voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un énorme problème, et ce corps, d'ailleurs, il revient, mais de manière pathogène, quoi. On le voit beaucoup avec les scarifications qui envahissent les consultations. Donc, oui, je suis bien d'accord que là, il y a quelque chose de très compliqué. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées par rapport à ça.
Il y a juste une idée qui me vient, c'est toujours quelque chose qui se joue dans des polarités extrêmes. On a d'un côté des hypersexes et de l'autre des asexuels. Et beaucoup de choses, de thématiques viennent se positionner comme ça dans des polarités extrêmement opposées. Un corps qui se révèle complètement dans sa nudité versus un corps qui se cache entièrement. Enfin, on a l'impression que le point de bascule, presque le point de résistance face à quelque chose, se joue dans son inverse ou dans son contraste radical. Enfin, ça me faisait penser à ça. Ok, d'accord. Chacun son tour. Oui, c'est le propre des mots. Oui. La version Tony. Voilà. Non, j'ai une petite filiale clinique comme ça qui m'a venu en tête, qui a été rapportée par un collègue d'un jeune qui était complètement cloîtré chez lui, qui vivait uniquement par le biais du réseau virtuel. Et il a rencontré, suite à un événement, il a décidé d'aller voir quelqu'un parce qu'un jour, c'était une fille qui lui a livré des pizzas. Et là, ça a été le choc. La rencontre avec le corps féminin Et la pizza. Une vraie pizza. La rencontre avec le corps Et c'est ça qui a engendré son élan vers le traumatisme. Thérapie par pizza. Et puis il est venu te voir. Mais Renaud avait une réaction. Oui, alors c'est une remarque en lien avec la question du corps, mais qui va peut-être vous permettre de mieux dormir ce soir. Que finalement, Black Mirror, pour moi, c'est bidon. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça joue énormément sur des neuromythes. Le mythe que le cerveau c'est un ordinateur, non, c'est pas vrai. Le mythe que l'esprit se réduit à un algorithme, non, enfin c'est absolument pas prouvé. Que la mémoire, il y a des engrammes, mais enfin c'est des idées complètement arriérées. Et puis que la perception se reflète sur un écran dans le cerveau quelque part. Bon, si on est un peu psychologue et qu'on connaît la littérature, on sait que ça tient pas. Par contre, on voit que finalement ça fonctionne quand même. Les gens se disent c'est plausible. Les épisodes de Black Mirror ont en effet de toute légère exagération des technologies qu'on verrait, alors que pour moi, même les tentatives réelles de créer des entreprises où on récupère votre cerveau, je sais pas quoi, pour moi tout ça est assez bidon. Moi j'ai pas de problème à regarder la série comme une fiction, sauf mon épisode et certains autres épisodes où là, la technologie joue quasiment pas. C'est-à-dire que ce sont juste les organisations sociales et les rapports sociaux modifiés qui sont mis en exemple. Dans mon épisode, il y a effectivement une lentille sur la rétine qui permet de la reconnaissance faciale, mais on pourrait tout à fait s'en passer dans l'épisode. Finalement, les données sont déjà distribuées dans le réseau Internet. Donc c'est plus, voilà, il y a beaucoup d'épisodes où il y a des pseudo-technologies avec neuromythiques, je dirais, et d'autres qui posent des questions différentes sur l'humanité. Alors, s'il y a quand même un truc qui tient dans Black Mirror, c'est la question de l'image. On est encore sur la question du corps, qui revient sur la question de l'image. Dans Archange, c'est l'image qui vient escamoter complètement le symbolique. Et ça fonctionne déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que cette mère, elle passe par sa tablette et par les images, plutôt que d'en passer par son père à elle, le grand-père de Sarah, qui est tout de même présent, et qui est quand même présent du côté du symbolique, même si c'est un grand-père et une figure paternelle un peu attaquée, il fait une attaque cardiaque, il revient un peu de travers, il y a quelque chose d'attaqué dans cette figure, mais il est tout de même du côté du symbolique et du côté d'un discours qui aurait pu placer Marie et Sarah dans l'intersubjectif, dans la relation humaine, et éviter ce réel trauma, puisque finalement Sarah est une enfant complètement traumatisée et traumatique. Donc l'image escamote le symbolique, et ça c'est quelque chose de déjà présent et qui va s'aggraver à mon avis, et sur lequel on doit réfléchir. Alors du coup, il y a un thème central, deux leitmotifs centraux qui me semblent aussi
présent, dans le futur, etc. Et finalement, on est quelque chose dans quelque chose d'une accélération finalement qui s'inscrit jamais dans le présent. Et je trouve intéressant de voir comment dans la clinique finalement et la psychanalyse, comment finalement elle redonne du présent et un espace temporel qui s'inscrit dans le présent et par conséquent finalement peut-être dans l'être, dans l'intrasubjectif. Et peut-être que le présent finalement c'est ce qui permet d'aller explorer l'intrasubjectif et voilà, il y a cette citation aussi de tout ce travail de mémoire, de passé, de futur, on dit être un thérapeute sans mémoire, sans désir, et en fait dans tous les épisodes on rencontre justement la mémoire, le désir, et il n'y a aucun épisode qui montre l'absence de mémoire et le désir. Et voilà, finalement, est-ce que la psychanalyse ne doit pas replacer l'être et du coup, finalement, est-ce que c'est pas un besoin humain d'être dans une sphère qui est peut-être hors temps ou qui est inscrite dans le présent, qui n'existe pas, et au-delà de l'agir et de l'action et s'éloigner peut-être d'un mouvement, et est-ce que les médiations par toutes les technologies, ce ne serait pas aussi repousser l'être, rapprocher du mouvement et aussi pousser vers un certain mouvement voilà, et aussi les amener du propos par finalement la nécessité peut-être d'oublier ou de généraliser et d'abstraire et que finalement on ne peut que être ou penser, c'est Borges qui dit ça, penser c'est abstraire, c'est généraliser et que finalement être un homme avec une mémoire absolue, est-ce que c'est encore la pensée et est-ce que c'est encore la famille? Oui, vous posez des questions qui sont essentielles. Ça me permet de revenir à ce que j'avais dit en introduction de la journée sur Renoir, qui avait remarqué de manière, je crois, très fine, que ce qui se passe dans la technique est appauvri dans la subjectivité. Donc ce qu'on voit, c'est quand le temps... On peut être partout maintenant. On peut être dans le passé, dans le futur, avec les objets qu'on a. Et comme on est partout, on perd en qualité de temporalité psychique. On a la capacité à être en lien constamment tous, à l'autre bout du monde, et ce qu'on voit, c'est un appauvrissement de la qualité du lien humain. Donc ça, je crois que c'est une vraie question, c'est une question inquiétante, c'est-à-dire que est-ce qu'on est, on est en train de faire une expérience de psychologie développementale quasiment, à grande échelle, sur une génération, notamment votre génération, c'est-à-dire qu'on s'est mis à utiliser ces technologies. On sait qu'elles modifient complètement les rapports mère-bébé, notamment, et on n'a quasiment aucun recul sur ce que ça produit sur la qualité d'être psychique. Donc c'est ça que vous décrivez, c'est-à-dire que vous décrivez l'une des composantes de la qualité d'être, qui est la qualité de la temporalité psychique. Et donc ce qu'on voit, c'est des retours artificiels, notamment à la question du temps, et notamment à la question du temps présent, avec par exemple le mindfulness. Donc, le mindfulness, moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. La tradition orientale dont est hérité le mindfulness est extrêmement riche. D'ailleurs, on parle de psychanalyse, mais il y a d'autres traditions qui ont des millénaires, qui sont beaucoup plus anciennes, qui proposent des choses extrêmement intéressantes concernant la vie psychique, qui sont d'ailleurs très compatibles avec la psychanalyse. Mais le mindfulness, tel qu'on voit revenir par importation culturelle, je crois, moi je l'interprète comme ça notamment, mais on ne peut pas le réduire à ça, comme une tentative artificielle de maîtriser un retour au temps présent. Et d'ailleurs, on voit souvent que ça ne marche pas bien. C'est-à-dire qu'on voit des patients ils ont lu les livres de Christophe André, ils ont écouté les CD de mindfulness, et ils viennent me voir, ils disent, mais ça suffit pas. Voilà, ça aide, c'est intéressant le mindfulness. Moi, j'utilise le mindfulness avec mes patients, mais je crois qu'il y a quelque chose du lien entre les êtres et de l'évolution sociale qui va au-delà uniquement de l'utilisation de telle technique ou de telle technique. C'est là qu'il y a vraiment une transformation de l'être dans son positionnement, dans l'espace et dans le temps. Juste, vos questions, vos remarques m'ont juste inspiré un petit peu. J'ai envie de dire, les personnages qu'on voit, qu'on a vus tout aujourd'hui et dans toute la série, en fait, ils traînent leur psychisme. Leur psychisme est un fardeau. C'est-à-dire, s'ils arrivaient à affronter une angoisse de séparation, une culpabilité, d'assumer leurs désirs, s'ils arrivaient à affronter le manque de reconnaissance sociale, des failles narcissiques, des choses comme ça,
ben, ça pourrait passer, quoi. Mais s'il n'arrive pas à l'élaborer et qu'il n'y a pas de cadre où on assume la vie psychique et le négatif de la vie psychique, ben, effectivement, on va se réfugier dans des rêves, dans des idéaux, dans des utopies. Donc c'est aussi un petit peu... ils sont en manque de psy chez Black Mirror. Vous voulez dire quelque chose, Marc, ou il y a encore une question? Oui, peut-être une dernière question. Oui, vous amenez quelque chose qui est très important, c'est qu'effectivement, quand on est psychologue clinicien ou psychologue clinicienne, il faut être dans une position de non-jugement à l'égard de toutes les expressions psychopathologiques et toutes les expressions de souffrance. Et comme Aziz l'a bien décrit, la pédophilie est souvent une expression de souffrance, et voire même un retournement d'une position de victime à une position d'agresseur. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il existe quand même des centres spécialisés là-dedans en France. Depuis 2006, c'est les CRIAVS, qui sont des structures spécialisées. Vous avez des gens comme Barbara Smagnotto, comme Olivier Schott, on a quand même un certain nombre de cliniciens. Il n'y a pas qu'en Allemagne, il y a des choses intéressantes en Allemagne, mais en France, on a quand même des centres spécialisés pour les auteurs de violences sexuelles. Donc il y a des choses qui sont mises en place pour aider ces personnes et arriver effectivement à évoluer. Mais alors, si vous avez un jour l'occasion de travailler avec des patients comme ça, ou des personnes qui ont ce genre de comportement, vous verrez que c'est très compliqué comme clinique. Donc, vraiment une clinique très délicate. Okay. Ok, il va falloir s'arrêter. Une dernière question? Non. Écoutez, on va ça. Oui, allez, une dernière question pour clôturer, vite, rapidement, parce qu'après, sinon on va être enfermé dans l'université. Oh, c'est chaud. C'est chaud là pour attraper le train. Non, c'est bon?
Oui, il vaut mieux arrêter. Ok, on me dit qu'il faut s'arrêter. Donc voilà. Merci. Merci à tous. Merci bénévoles. Merci à l'équipe d'organisation. Merci beaucoup à nos t-shirts jaunes, les bénévoles. Il faut sortir rapidement. Voilà, on a négocié un petit délai supplémentaire, mais il faut à 18h le campus ferme. Donc si vous voulez pas passer votre dimanche ici, si vous voulez continuer à discuter, il faut le faire en dehors de l'enceinte de l'université. Voilà, merci.